ringrazio Carmen Santana e lascio la parola a Carmen. Buongiorno a todos y todas. Perdonad, ¿no? mi italiano es nefasto, fatal, y me han pedido que haga esta conferencia en francés. Pues ahí vamos. Lo que voy a intentar hacer es no enseñaros proyectos de... Ah, pardon, il faut que je passe au français, excusez-moi. Si je parle trop vite, il faut me le dire, parce que j'ai tendance à parler trop vite. Je suis d'abord ravie d'être ici, c'est superbe, c'est magnifique. J'ai dit à Alphonse que je n'allais pas parler de notre boulot en vous présentant nos projets en détail. Par contre, ce qui est important, je pense que c'est un peu la vision. C'est d'où on part et pourquoi, quel est l'ingrédient en fait qu'on met dans nos projets, tant d'urbanisme comme d'architecture, car c'est un moment délicat. Les personnes avant de la table, j'ai bien compris qu'ils parlaient aussi du patrimoine, de cette question du local, face à la globalisation, comment on récupère nos essences, comment on essaye de travailler ensemble sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs qui sont universelles, mais qui sont vraiment de locus. Quand on parle de Méditerranée, c'est aussi la question de l'origine. Je ne sais pas très bien comment me mettre, excusez-moi. Bon, je vais peut-être m'asseoir. Hein, donc comme ça. Derrière le... Non, c'est bon. Merci. La Méditerranée, c'est l'origine. Hein, en latin, c'est la question de notre hospitalité. Quand on pense à la Méditerranée, les peuples méditerranéens, c'est le bon vivre, hein, c'est les sourires, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la mer très souvent. Mais en même temps, c'est la désertification. En même temps, c'est les vies humaines qui se perdent dans la mer avec les réfugiés. Et en même temps, c'est la famine dans ce monde d'ultra-consommation qu'on a aujourd'hui. Nous travaillons, et quand on parle de Méditerranée, on pense très souvent et tout de suite à l'espace public. L'espace public est en fait notre premier grand bien commun. Et c'est dans nos espaces, c'est dans nos villes méditerranéennes qu'on arrive à vraiment s'en emparer et prendre soin de lui. Dans les pays du Nord, ça se passe un petit peu autrement. Cet esprit méditerranéen est aussi une question de proximité, de solidarité, comment on s'entraide, cet esprit village. Et c'est intéressant parce que ce sont des choses que nous mettons sur nos projets urbains et qu'on essaye de faire un peu plus humains. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon on ne va pas y arriver, mais je voulais faire cette introduction un petit peu rapide. Alors on y va. Donc la poésie de locus, on en parlait tout à fait avant, la question du patrimoine, de comment on doit vraiment retravailler avec les forces du lieu, les forces qu'on retrouve, que ce soit au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier ou au niveau même d'une rue, pour asseoir un bâtiment, pour asseoir un projet urbain ou une réflexion urbaine. Nous sommes, voilà mes deux associés, Miguel et Marc, qui m'ont aidé à faire cette présentation, et nous nous trouvons donc à Barcelone, l'agence est à Barcelone. Et c'est une agence qui est dans un espace, je ne sais pas si vous voyez bien. L'agence travaille depuis un espace transdisciplinaire, c'est un espèce de container qu'on a rempli petit à petit le long de ces 20 dernières années, dans lequel il y a toutes sortes d'entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises, et ça nous a permis de voir en fait l'évolution de la société. On l'a monté en 2000. Ça nous a permis de voir l'évolution de la mobilité le long de ces années importantes, en plus de changements profonds de par plusieurs sujets qu'on verra maintenant, et qui nous a permis en fait de prendre le pouls de la société, la manière d'organiser les modes de travail. Il se trouve que complètement par hasard, on a appris il y a quelques années que c'était le premier coworking en Europe, alors qu'on l'avait fait simplement avec cet esprit méditerranéen de faire les choses autrement, sympa, travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément des architectes, sortir un peu de notre zone de confort pour peut-être apprendre toutes les questions liées aussi aux nouvelles technologies qui étaient là dans l'année 2000. Et donc, voilà. Il y a aussi des joailliers, il y a des artisans. Donc, tout ça, ça nous permet de travailler après sur les projets urbains d'une manière un peu plus riche sur la question des rez-de-chaussée. Ces rez-de-chaussée qui sont importantissimes pour sécuriser la ville et pour donner du sens à nos rues. Ça nous a permis surtout de travailler dans une pensée d'écosystème ouvert dans ce sens où réellement on ne fait pas nos projets tout seul. La complexité du moment est telle, et on va en parler parce que je voulais vraiment mettre le doigt dessus. Ça va nous permettre de travailler vraiment depuis la question de la sociologie aux start-up émergentes qui vont avoir le territoire, ou avec la prospective, l'intelligence sous-sol, etc., etc., etc. Nous travaillons sur une échelle qui s'appelle l'échelle Anker,
qui est l'échelle du vivant. Le vivant comme infrastructure. Le vivant, c'est nous, vous, les humains, mais c'est aussi la nature et c'est aussi la flore et la faune en fait. Et on part, cette échelle en cœur, elle est au cœur de nos préoccupations. Alors c'est marrant parce que cette image, quand on montrait cette échelle il y a à peu près 15 ans, ça faisait sourire tout le monde. Ben, aujourd'hui, tout le monde sait de quoi je parle quand je montre cet outil de travail. On parle aussi de haute qualité environnementale, de bon sens, surtout de bon sens, de revenir un petit peu au vernaculaire, et le tout lié avec, depuis, l'économie circulaire et solidaire. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les ressources se finissent. On doit tous vraiment faire un effort incommensurable, parce qu'il est incommensurable pour les architectes urbanistes, c'est vraiment très difficile, d'aller travailler avec tous ces systèmes autour de l'économie circulaire, des nouvelles filières, des matériaux qui se mettent en place et dont les États sont plus ou moins lents à nous aider à les développer. Donc il faut qu'on sache aujourd'hui, l'architecte est multisavant, c'est terrible. On doit faire de chef d'orchestre sur la question de la technologie, sur la question des matériaux, sur les filières, éduquer même les bureaux d'études, parce que souvent il y a beaucoup de calculs très savants, mais en fait qui ne veulent pas grand-chose, qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc travailler sur le bon sens et l'économie solidaire. Bien entendu, avec le paysage comme infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est la renaturalisation de nos villes, qui va nous permettre aux gens de devenir un peu plus sensibles aussi, puisque tant de béton, c'est quand même pas génial. L'espace public, dont je vous parlais avant, notre premier grand bien commun, comment on se l'approprie, comment on fait. Quand on parle d'espace public, il faut quand même savoir que 80% de cet espace public, ce sont des voiries. Ce sont des voiries faites pour la voiture et non pas pour nous. Donc là, il y a toute une reconquête intéressantissime à faire. On a aussi des espaces publics qui peuvent être des plages, comme nous avons à Barcelone, comme vous avez ici, et où il se passe plein de choses, plein de choses. Donc c'est la question aussi. Et ce qui est intéressant dans les plages, on se rend compte que en fait, l'espace est presque neutre. C'est-à-dire qu'il y a une question d'appropriation assez immédiate, de la possibilité d'appropriation de l'espace public. Je crois que c'est une question hyper importante à traiter. Les principes fondamentaux pour aller vers la ville saine, cette ville santé, c'est toute la question du cycle de l'eau. Hein. Le CO2, c'est la formule en fait chimique du dioxyde de carbone. O2, c'est la formule de l'oxygène. Et H2O, c'est la formule de l'eau. Ça résume très largement toute la question aujourd'hui planétaire sur la question du cycle de l'eau, de la qualité de l'air et la décarbonisation de nos villes. Les fondamentaux, on travaille beaucoup aussi sur la question du temps, la réversibilité d'usage des bâtiments, le bien vieillir de ces bâtiments. Par exemple, aujourd'hui, en France, nous avons le quartier d'affaires de la Défense, où vous avez à peu près 35% des tours qui sont complètement obsolètes et qui coûtent tellement cher de réhabiliter qu'on ne sait pas en quoi en faire. Donc aujourd'hui, il y a toute la question de comment penser et préfigurer le futur avec des bâtiments qui travaillent sur des trames qui sont facilement réversibles, avec des manières de construire qui sont facilement démontables, voire même enlevables complètement au bout d'un certain temps. La question aussi, bien sûr, du logement habité, la question de l'air, la qualité de l'air, on en a parlé, les énergies, les saisons, voir les saisons passées, ça nous rend aussi beaucoup plus poétique, plus humain. La question de la matérialité, on en parlait aussi, les déchets, enfin bref, il y a toute la question de l'économie. C'est une rosace qui nous permet vraiment de travailler sur plein de choses dans nos projets. Aujourd'hui, le contexte historique, il est quand même grave, c'est-à-dire que c'est la première fois, depuis 1950, que le contexte historique change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit travailler sur la planète, le territoire et la matière. Jusqu'à présent, jusqu'à la fin du siècle dernier, l'architecte et l'urbanisme avaient à voir avec la société, le modèle de société dans lequel il était. Aujourd'hui, nous avons un sujet, au XXIe siècle, le sujet de l'urbanisme et de l'architecture, c'est la planète. Et ça change complètement la donne. Et ça ouvre d'ailleurs à des écosystèmes très intéressants de pensée, avec une hyper-complicité importantissime. Donc la vision systémique est importante et pas forcément facile à avoir, parce qu'on ne nous éduque pas non plus à voir les archives, vraiment avoir un regard complètement transversal depuis l'économie, le social, jusqu'aux technologies, pour arriver à l'architecture et à l'urbain. Dans ce monde liquide et hyper complexe dont je viens de parler, la question des nouvelles technologies, de l'information et la connaissance nous ont fait vraiment avancer d'une manière trop rapide peut-être,
nous donnant des outils très intéressants pour quantifier les flux des villes, pour pouvoir nous connecter, pour pouvoir nous parler les uns les autres. Ceci dit, ça va trop vite et nous avons un cerveau qui est limité. Donc très souvent, jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne entre tous à faire. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est plutôt un appel à nous tous et à nous toutes de penser un peu autrement, de freiner de 4 pattes, d'essayer de prendre le temps de réfléchir. On va trop vite, on est en train continuellement de mettre des sparadraps après parce qu'on a fait des trucs qui n'étaient pas bien. Il faut freiner, on en parlera après dans un projet urbain, il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire de la concertation, de nous unir, de dialoguer dans des écosystèmes très ouverts où personne n'est expert, où en fait tous on additionne, on est tous des petits grains de sable et portés par un bon vent, on est capable de transformer des territoires, on est capable de transformer complètement la topographie. Il faut penser aussi qu'aujourd'hui, les citoyens, ce sont des prosommateurs, ce sont des acteurs. Aujourd'hui, je peux louer ma voiture, je peux partager mon vélo, je peux loger des gens chez moi, dans mon bateau, enfin bref. Donc du coup, il y a toute une question, une autre couche d'informations qui se met en place au niveau de la question de l'économie des villes, l'économie de nos quartiers et les écosystèmes qu'on peut créer à l'intérieur. La production de nourriture, bon, enfin bref, certainement il nous en manque des guides touristiques. Aujourd'hui, on peut se réinventer. Et ça fait aussi concurrence au marché, disons, du commerce. Hein, toute la question de Airbnb, Uber, etc. Une autre question importantissime, avant d'arriver à parler d'Archi ou de nos projets, c'est la question de l'évolution de l'humanité. À part le fait que les femmes aujourd'hui sont publiques et les hommes domestiques, ça se divise, mais on est encore en plein travail, il y a toute cette question du vieillissement de la population. On a gagné 10 ans de vie. Et aujourd'hui, une personne de 70 ans n'est pas du tout une personne du 3e âge. Donc du coup aussi, il y a toute cette question du vieillissement de la population, comment le penser, l'anticiper dans nos rues, l'anticiper dans nos bâtiments, et essayer de vraiment voir toute l'essence humaine. La question du réchauffement climatique, je vous fais grâce, c'est terrible. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette tous rapidement. Cette question des inondations, le sujet des montées des eaux, vous y êtes en plein dedans dans vos discussions ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manquer de terre? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas tout de suite et déjà à faire des rez-de-chaussée qui soient moins vulnérables, qui soient résilients? Le mot résilient est important. La population, en 2050, 75% sera urbain. Ça, c'est une ville résiliente vers où on va. Il y a vraiment un travail à faire très, très important, hyper rapide. C'est une civile en Chine, ça, sur la question de cette résilience. La pandémie du Covid nous a vraiment freiné très rapidement et c'est intéressantissime ce qui s'est passé. C'est que réellement, il y a une prise de conscience, vous avez dû la voir, et vous devez certainement la ressentir dans votre manière même de vivre ou de travailler, où il y a eu vraiment un recul par rapport à ce monde, cette urgence dont je parlais avant, c'est courir tout le temps. Et c'est intéressant parce que ça a ouvert quand même pas mal les chakras, ça a ouvert pas mal la manière de regarder les choses. Et surtout, on a vu que la ville était fragile et qu'elle n'était pas indestructible. Donc du coup, ça intervient, ça intervient aussi dans la pensée systémique de faire les choses sur la question des valeurs. Quelles sont nos valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va défendre comme ville? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme territoire? Alors, ces outils d'accompagnement pour la résilience, on en a, nous, détectés. Nous, on ne vient pas dire ici que c'est ça qu'il faut faire. C'est juste des exemples. On a ouvert des portes, des outils qui sont là, donc on peut aider les gens à s'en emparer. C'est simplement entre tous qu'il faut rechercher des choses nouvelles. Et je pense que la question, il faut vraiment qu'on retrouve un nouvel humanisme. Il faut qu'on travaille sur de l'urbanisme solidaire, de l'urbanisme résilient et de l'urbanisme co-construit. Et une de ces importances, c'est la question du moi-je. C'est-à-dire, moi, on sort de cette société-là, c'est la société jusqu'au siècle dernier, et allons vers cette société où nous tous, où nos communs peuvent se mettre en place et créer une utopie, un idéal différent. Anticiper, on en parlait avant, le dialogue, et la question d'oser. Il faut qu'on ait des politiques aussi qui osent à un moment donné faire les choses différemment, autrement, et faire entre tous des petits pas. On ne va pas changer le monde en 2 ans. Il faut simplement que le navire, qu'on fasse prendre au navire 15 degrés
20 degrés et le tenir dans le temps et les bouger encore un petit peu plus. On ne change pas un méga navire à 190 degrés, c'est pas vrai. Il faut le faire peu à peu, mais entre tous. Donc tout petit pas compte. Tout projet compte. Tout projet doit être vraiment un grain de sable pour aller plus loin. Nous, on pense qu'une intelligence collective, on appelle ça les entretiens exploratoires du tu à tu. On va de la main d'un urbaniste, enfin, les urbanistes, c'est-à-dire nous, on va de la main d'un sociologue et on va rencontrer les gens en amont, avant de commencer à dessiner quoi que ce soit. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, vous faites ressortir des choses qui ne sont pas dites forcément dans les concertations publiques, dans ces concertations qui sont plus institutionnels hein, et qui font partie des appels d'offres des projets urbains en France, par exemple. Mais ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est dans ça peut être la mairie, c'est des gens, c'est toujours les mêmes qui parlent, c'est les grandes gueules, etc. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est aller chercher les citoyens dans la rue. Et c'est les citoyens au sens large. C'est-à-dire que ça peut être aussi les politiques de l'opposition. Pardon, excusez-moi. Des balades urbaines, etc. Ça commence par des tu-à-tu en tête-à-tête. Après, c'est les enfants, c'est les ados, c'est les femmes, c'est un peu tous les collectifs qui vont émerger. Et en fait, les propres citoyens vous font tisser une toile d'araignée magnifique où, du coup, les projets sont portés. Et ce qui est le plus intéressant de tous ces processus, tant pour mettre des bâtiments en place comme des projets urbains, c'est que la densité, quand elle est co-créée, elle est ressentie. Et parler de densité dans nos projets urbains, c'est hyper important parce que ça nous fait préserver le territoire, préserver nos territoires naturels, préserver nos espaces de parcs naturels, préserver notre agriculture. Et c'est pour ça qu'on pense que cet outil il a été reconnu d'ailleurs par l'UNESCO comme un outil hyper intéressant d'amener plus loin les gens. Cet espace public comme opportunité dont je vous parlais tout à l'heure est important, c'est notre premier bien commun. Hein. C'est notre premier bien commun, mais il faut le retravailler. On est complètement obsolète. On est totalement préhistorique au niveau de ce que j'appelle la côte invisible. Parce qu'il y a des tubes partout, ça se passe n'importe comment, c'est la jungle. Chaque concessionnaire fait ce qu'il veut, comme il veut. On a des trottoirs qui sont nuls, etc., etc. Là, je parlais de la question de l'espace public, donc de ces sous-sols qui ne sont pas organisés et dans lequel notre argent public part. Nos impôts partent. Hein. Je ne sais pas quel est le pourcentage dans les mairies de pourcentage de travaux qu'on met régulièrement pour aller éventrer nos trottoirs, remettre des fils, remettre des choses dans un espace public qui pourrait être parfaitement pensé comme réversible et en tout cas s'adaptant aux processus de mobilité qui vont très rapidement. Là, il y a eu un exercice à Barcelone, on a pensé sur des questions justement de cet espace public plutôt plug and play, dans lequel il y aurait toute une section de rue qui permettrait d'avoir des petites galeries le long des façades pour passer les câbles d'une manière ordonnée, etc., de manière à avoir vraiment un espace public acceptant, qui puisse accepter tout le monde et qui puisse accepter surtout l'évolution si importante que subit aujourd'hui notre société. Alors, je ne me souviens plus ce qu'il y avait après l'espace public, mais ce qui est difficile en ce moment, c'est en fait cette complexité et mettre cette complexité dans les projets d'architecture. Vous allez voir, des projets C'est pour ça que je voulais parler de ça, d'abord, de ce moment, enfin, contextualiser le moment historique dans lequel nous sommes, parce que c'est important pour les archives, pour les jeunes étudiants, pour les gens qui travaillent dans les mairies, qu'on aille entre tous plus loin en ayant ce regard complètement là, dans la mesure où il y a urgence. Il y a urgence, ça fait trop longtemps qu'on regarde ailleurs, ça fait trop longtemps qu'on sait qu'il y a un changement climatique qui est terrible, ça fait 50 ans que les scientifiques le disent, ça fait déjà à peu près 15 ans qu'on sait que le siècle 21 va être le siècle des virus. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bâtiments qui se ventilent naturellement? Qu'est-ce qu'on fait pour que les écoles puissent s'ouvrir naturellement, les hôpitaux, les bâtiments de bureaux? Tout ça, c'est des choses qu'on continue par inertie à faire exactement pareil, alors qu'on pourrait parfaitement, et on est en train de le mettre en place. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire. Et entre toutes et tous, on va arriver à faire changer un petit peu la donne de la manière de construire nos bâtiments. La trame, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est important. Par exemple, les bâtiments de bureaux, historiquement, en Italie, pareil. En France, en Espagne, ça se passe un peu partout, même aux États-Unis, enfin un peu dans tous les continents. On a des bâtiments de bureaux qui font entre 18 et 20 mètres de large. Le fait d'avoir 18 ou 20 mètres de large, ça veut dire que vous avez la lumière un premier jour qui n'arrive pas jusqu'au cœur du bâtiment. Et ce qui veut dire que ce cœur de bâtiment, il doit être illuminé tout le temps par l'électricité,
Aujourd'hui, dans le moment de crise énergétique dans laquelle nous nous trouvons en plus, c'est quand même moyen. Il doit être ventilé aussi, surventilé par des machines. Ces machines-là, lorsqu'elles sont là-haut, dans les toitures, elles produisent de la chaleur. Donc ça ne sera pas suffisant de venir planter nos espaces publics, de venir renaturaliser nos villes, si en même temps on ne pense pas à tous ces moteurs pour remettre la question de l'air naturel ou de l'air, la qualité de l'air au cœur de nos débats. Donc par exemple, un des projets, j'en profite pour vous parler de notre projet parce qu'après vous les verrez très rapidement parce que le temps passe. On a gagné, Alphonse vous le disiez, le Grand Prix d'urbanisme espagnol là, au mois de juillet, avec un projet urbain qui se trouve en France, à Ivry-sur-Seine. C'est la première couronne autour de Paris, et c'est la couronne communiste. Et en fait, c'est un projet qui propose la création fait émerger 2,5 hectares d'agriculture urbaine sur les toitures des bâtiments et un cœur d'îlot en pleine terre, sur les toitures, sur les terrasses. Avec tout un travail cette question post-Covid aussi de la reproduction de nos villes, ramener la production dans nos villes, la question de l'alimentation étant importante. Et il se trouve qu'Ivry, et là je reviens à la poésie du lieu, Ivry est un lieu où historiquement il y avait des jardins ouvriers très intéressants qui ont permis à la population de se nourrir en temps de vaches maigres, en temps de problèmes économiques. Donc, et où comment il s'appelle, Yuri Gagarin, un astronaute, était venu planter un arbre et inaugurer une des premières cités ouvrières de 400 logements qui s'était faite dans le lieu, vous le verrez après, ça s'appelle la cité Gagarine, qui a d'ailleurs été, il y a eu un film d'ailleurs qui est parti à la Biennale cet été, qui a gagné pas mal de prix sur la question de ce quartier ouvrier, cette solidarité dans ce territoire, et comment le projet urbain, celui qu'on met en place, va pouvoir faire face et va pouvoir continuer cette histoire de solidarité et d'aide dans ce quartier-là. C'est tout un sujet hyper important et passionnant. On a gagné l'appel d'offres en fait là-dessus, sur la question de la co-création avec les habitants en amont, puisqu'eux connaissaient très bien leur quartier et savaient quels étaient les points faibles, hein, les signaux importants que doit lancer un territoire. Après, on avait la question de la co-création et les habitants, et la question de l'économie circulaire pour déconstruire la cité et non pas la démolir. Vous allez voir, François. La question de la co-création et les habitants nous permet à tous d'asseoir une densité qui est acceptée et qui est partagée. Et ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, c'est la question de sauvegarder nos espaces naturels et nos territoires agricoles. L'espace public, comme on peut dire, c'est là où je vous disais ce qu'on faisait à Barcelone, là, sur toute la question des galeries, comment travailler sur un espace qui soit plug and play, où aujourd'hui c'est les vélos, demain c'est la voiture, demain, enfin bref, non, le contraire. Aujourd'hui c'est la voiture, demain c'est les vélos, après demain c'est un parc ou un bout de terrasse. Toute la question de travailler avec les concessionnaires, c'est hyper important. Les mecs du réseau de gaz, celui de la téléphonie, celui des feux rouges. Pensez que chaque fois, ces gens-là, ils mettent des coffrets dans les rues, n'importe comment, et qui finalement empêchent les parcours, empêchent cette résilience d'espace public. Donc le prochain siècle il va falloir qu'on travaille là-dessus. On aime beaucoup, beaucoup parler sur la question des rez-de-chaussée. Comment les rez-de-chaussée peuvent sécuriser l'espace public en y mettant des usages que nous appelons les espaces partagés privés, qui peuvent en plus aussi aider à rentrer de l'argent dans la copropriété, de manière à pouvoir aider les gens qui habitent dans un immeuble à avoir de l'argent parce qu'ils louent une salle, parce qu'ils permettent d'avoir des espaces qui ne se configurent pas. On travaille beaucoup, beaucoup sur la question des placettes, c'est-à-dire on travaille plus on travaille sur les rez-de-chaussée comme le premier grand espace commun, le premier grand salon de la copropriété, dans laquelle les vélos, aujourd'hui, je pense qu'en Italie c'est la même chose, les vélos prennent une place de vélo très importante, et on se retrouve avec des petits halls qu'on traverse vite, et on va rapidement chez soi. Le bien vivre ensemble, aller vers ce nouvel humanisme, nécessite que les architectes mettent en place des espaces de partage, des espaces d'échange, des espaces de discussion, mais au sein même des copros, et sans aucune obligation. Si vous voulez participer, vous y allez, sinon c'est pas très grave. La question aussi du coworking, là c'est une résidence d'étudiants, pareil, c'est la même chose, comment on arrive à dynamiser l'espace public au travers de ces créations. Là c'est une rue suspendue d'un bâtiment de logement, il y a longtemps, on l'a fait il y a 10 ans, et en fait les voisins l'utilisent continuellement, c'est une passerelle en fait, hein, c'est comme une coursive, ils l'utilisent régulièrement pour se rencontrer, faire des apéros, tu vois, une fois pour... Tout ça c'est ce qui fait la vie, la question de notre humanité. Là, je vais vous parler de le déjà là, la question de la matière, hein, parce que tout ça a à voir aussi avec la question de la décarbonisation, ça a à voir avec comment
on travaille avec moins de matière. Et là, c'est un dépôt d'eau ancien à Barcelone, dans lequel il y a tout un travail. C'est un ancien dépôt d'eau qui était pratiquement caché. C'est aujourd'hui devenu un espace public, un espace culturel. Et en fait, le travail que nous, on a fait, c'est encore, je reviens à l'espace public, c'est comme la rue était très très petite. La rue ici, Bellas Guard, elle est très étroite, elle fait à peine 6 mètres. On devait mettre une buvette, enfin un lieu pour prendre des cafés, des coups après les événements. En fait, on a amplifié le trottoir que vous voyez sur la droite. Il y a un laser. Ça marche pas. Enfin bref, pour ne pas envahir les voisins et pour pouvoir continuer à ce que la vie voisinale se fasse pendant qu'il y a des événements dans ce bâtiment magnifique. Celui-là a été à la Biennale il y a 4 ans, je crois. En fait, on n'a rien fait, on a juste surélevé le bâtiment pour le rendre moins humide. L'acoustique, on l'a travaillé aussi en le recouvrant de flexbriques et on a mis en lumière, après les avoir nettoyés, les voûtes qui étaient absolument remarquables. On n'avait pas besoin de faire rien de plus, en fait. Là, c'est un projet qu'on vient de gagner là, à peu près au mois de juin de l'année dernière. Il fait partie des projets de Réinventer Paris. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, tous les réinventés qu'il y a eu, qui sont très intéressants, parce que ça permet aux promoteurs de les pousser un petit peu plus loin. Et ça permet réellement de faire des écosystèmes de pensée très intéressants pour rendre des projets vachement bien. Là, c'est un bâtiment, donc c'est un ancien garage Renault. Il y a une exposition là, le 18 mars au pavillon de l'Arsenal, d'ailleurs, à Paris, si jamais tu es, Alphonse, qui parle de tous ces bâtiments, soit de bureaux ou soit de garages qui ont été retransformés en logements ou qui sont en train de l'être. Et là, c'est toute la question sur la préfabrication hors site, bien entendu, avec une partie mixte bois-béton et l'autre tout en bois, suivant les économies du projet, hein, toujours pareil, parce que c'est pas évident. La question de la création d'un balcon là où il n'y en a pas, puisque vous avez vu que le bâtiment, le garage, il n'a pas du tout de balcon, d'espace extérieur. Or, on va faire du logement qui va se vendre cher en plus. Il y a du social et du très social et de l'accession un peu plus luxe. Mais en tout cas, on essaie de recréer des espaces type loggia, enfin de type véranda, jardin d'hiver, qui sont le long et à l'intérieur des façades, pour nous faire un espace tampon. Voilà ce que ça donne sur la vue. Ça, c'est un bâtiment de bureau. Alors, nouvelle génération, c'est la question de la qualité de l'air. C'est là où je vous parlais des trames de bureau. Vous ne savez pas combien on a dû batailler, depuis combien de temps. J'essaye de faire des bâtiments de bureau, des trames de 16. Ça a été la grande bataille de ce monde qui est terrible. Mais dès qu'on met les gens en dehors de leur zone de confort, c'est la catastrophe. Et bon, qui est ces câbles, qui est partageable, tout ce que vous voulez, avec à chaque fois des illuminations qui arrivent jusqu'en cœur du projet. Ça, on en parlera après parce que c'est un parking aussi dans lequel on va faire. La question de l'introduction de la biophilie. La biophilie pour travailler contre le changement, enfin contre les îlots de chaleur. Y compris dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'eau et des spécialistes de la biophilie. C'est hyper intéressant parce qu'on arrive à ramener sur un bâtiment qui existe déjà à Barcelone, c'est une ancienne usine qu'on est en train de transformer en bureau, on rabaisse quand même 4 degrés de température avec ce travail sur l'eau et la... J'arrête quand tu veux, hein, tu me dis. Hein. Là, c'est la question de... Ça, c'est un projet magnifique, j'adore. On l'a gagné il y a 4 ans. C'était pour l'Université des métiers du groupe Carrefour. Vous savez, ces centres commerciaux, enfin, ces groupes commerciaux ont besoin de retenir les jeunes parce qu'en fait, ils produisent pas mal de choses de plus en plus à l'intérieur. Ils produisent des pâtisseries, des coupes à viande, enfin bref. Mais ils ont du mal à retenir les employés. Donc du coup, ils avaient imaginé de faire une université quelque part dans Saclay, de manière à pouvoir les mettre en lien aussi avec des startups, etc. Un petit peu les retenir, leur montrer qu'ils savaient faire des trucs bien aussi. On a travaillé là avec une structure en bois et aussi en terre. Tout ce que vous voyez là à droite, c'est les laboratoires et avec de la terre. Il se trouve que dans ce plateau de Saclay, il y avait les vents qui étaient portants avec une zone très, très, très humide. Le projet se trouve là-haut. Et en fait, ce qu'on a fait, on a appelé ça la trappe nuage. En fait, dans le plateau de Saclay, il y avait 32 fermes, des fermes de paysans qui produisaient de l'agriculture. Et quand une ZAC est arrivée, un projet urbain, est arrivé, il s'est mis en place, ils ont viré 12 de ces granges-là. Donc du coup, les paysans étaient quand même assez remontés, c'était assez dur. Et ils en ont gardé une qui n'était pas trop loin de ce projet-là. Donc on s'est dit qu'on allait travailler aussi en lien avec eux, en gagnant-gagnant. C'est-à-dire que notre bâtiment, ces mailles qu'on a mis, que vous allez voir, ces mailles qu'on a mis ici pour créer un paysage, parce qu'il n'y avait rien en fait, il n'y avait que des lagunes et des champs de blé. On s'est dit que c'était intéressant de ramasser de l'eau. C'est des mailles Ferrari
qui sont capables de ramasser beaucoup d'eau. On avait toute une zone de lagunage pour travailler les eaux usées de l'université, enfin de ce campus, et on redonnait à la période d'été ou quand il en manquait aux paysans, à la ferme. Ça, c'était notre travail aussi encore sur l'eau. Toujours pareil, hein, chaque fois qu'on va dans un territoire, la première chose à mettre en avant, c'est la question de l'eau. On va en manquer, ça va être l'or de notre siècle. Et voir comment on peut, d'une manière ludique, d'une manière agréable, magnifique, la magnifier et en faire un bien aussi commun à tous. Là, c'est la grosse cité Gagarine-Trouillon dont je vous parlais, avec la question, c'est là où on a découvert ces entretiens exploratoires et cette manière de travailler l'urbanisme avec les habitants en amont. Sur la question de l'économie circulaire, hein, vous retrouvez tout ce dont je viens de vous parler. Voici le plan du plan de masse, avec les toitures qui sont aussi avec certaines des serres, puisqu'on va travailler aussi sur la question de l'aquaponie ou la production d'algues, la question de la déconstruction. Nous avons ce bâtiment-là, ça c'est le bâtiment que je vous disais avant que Yuri Gagarin avait inauguré lui-même. 400 logements à peu près, 375. Vous imaginez dans un quartier complètement qui avait vraiment vécu la question de la solidarité, où il y a eu des générations et des générations, au moins 4 générations de familles ont vécu là-dedans. Il était hors de question de le bomber pour le détruire. Donc on a proposé de le déconstruire. La déconstruction, ça veut dire qu'on utilise, on le déshabille. Vous savez ce que c'est, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, on déshabille tout le bâtiment en amont. On prend les plâtres, les portes, les fenêtres, les lavabos, les machins, tout ce que vous voulez, et on les met sur des plateformes de vente, de manière à ce que ça revit après dans des circuits complètement circulaires. Et regardez, c'est 30 000 tonnes de matériaux déconstruits, c'est quand même l'équivalent à 3 tours Eiffel, c'est pas rien. Et tout ça aujourd'hui, ça vit dans des foyers, dans d'autres maisons, dans l'Île-de-France, et c'est très joli aussi poétiquement, tu vois, de comment un bâtiment arrive à vivre. Bon, voilà ce que ça donne comme image à l'intérieur, etc., de ces cœurs agricoles. Et je voulais vous montrer aussi un terminal qu'on est en train de faire avec Alphonse. C'est le premier, mais je ne l'ai pas. Je vois qu'on me l'a pas mis. Je suis vraiment désolée. Mais c'est quand même le premier terminal au monde qui est un terminal maritime pour le Royal Caribbean qui propose tout le long de son utilisation, de sa vie, une économie 100% non déchet carbone en fait. Entre autres, et puis qui est autosuffisant au niveau des plaques photovoltaïques qu'on y met, au niveau du free cooling avec le mouvement de la mer, avec des plantes encore, la bibliophilie, etc. etc. On a encore des devoirs, la question de l'intelligence artificielle, hein, ça, c'est un vaste sujet. Et on n'en est même pas encore au début de toute la question, tu vois, relationnée avec l'espace public, encore une fois, ou la question de la logistique urbaine. Là aussi, on a beaucoup de choses à faire, relationnées aussi avec le sous-sol dont je vous parlais avant, et la question des réfugiés. Vous en savez quelque chose, puisque vous en recevez continuellement, ces réfugiés qu'on fait vivre n'importe comment, et qu'on n'arrive pas, une fois pour toutes, à intégrer d'une manière rationnelle et humaine, petit à petit peut-être, dans certains projets urbains. Ou en tout cas, dans tous les projets urbains qu'on fait entre tous et toutes. Là, c'est la question des sous-sols, on en a parlé, et je pense que je suis à la fin. Je pense, oui, mais je ne sais pas pourquoi ça ne bouge plus. Ah oui, donc oui, pour finir, encore une fois, et je le redirai, je me fatiguerai de le dire, dialoguer, conversons, écoutons-nous, savons écouter la diversité, savons entre le blanc et le noir trouver toute une matrice de couleurs qui existe, et sinon on n'y arrivera pas. Et allons ensemble créer peut-être une utopie, un moment, quelque chose d'idéal, mais surtout, ne bossons par les bras et soyons éthiques. C'est le moment vraiment de la responsabilité personnelle de tous et toutes. Merci. Grazie mille.